Eh bien, rebonsoir à tous. Alors, fidèle à moi-même, j'ai oublié de faire une slide où je me présente. Donc, je suis Thibaut Ricard-Marchal, je travaille chez Margot depuis un peu plus d'un an, presque un an et demi en fait. Je suis développeur C++, évidemment. Et aujourd'hui, je vais vous parler de gestion d'erreurs et de gestion d'erreurs moderne. On va voir aussi des choses un peu moins modernes. Je vous laisse découvrir tout ça. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que la gestion d'erreurs? En fait, la gestion d'erreurs, c'est détecter des erreurs. Mais qu'est-ce qu'une erreur? En C++ notamment, on peut rencontrer, enfin en programmation en fait, on peut rencontrer trois types d'erreurs principalement. L'erreur de logique, parce qu'on fait un bug. Je pense que c'est arrivé à tout le monde d'écrire un truc qui marche juste pas. Des erreurs de compilation, celles-ci on les aime bien, parce que on les détecte vite, et on les corrige assez facilement. Généralement le compilateur est assez précis, ça dépend du compilateur, ça dépend de l'erreur. Mais généralement, c'est à peu près correct. Et après, il y a les erreurs au runtime qui apparaissent quand on attendait un comportement et une caractéristique extérieure ou un mauvais paramétrage a fait que on n'a pas eu le résultat qu'on obtenait et on doit pouvoir gérer cette erreur au runtime, on ne pouvait pas l'anticiper. Mais on peut la détecter. C'est la grosse différence avec une erreur de logique. L'erreur de logique est plus difficile à détecter. Et nous, on va se concentrer principalement sur les erreurs au runtime. Alors, il y a, pour la gestion d'erreurs, généralement 4 grands points qu'on veut absolument respecter. On veut que ça coûte le moins cher possible en termes de performance. On veut que ce soit facile à utiliser, aussi bien à implémenter qu'à utiliser. On veut que ce soit modulaire, il faut pouvoir rajouter des cas d'erreur, il va falloir pouvoir faire des compositions d'erreurs, etc. Il faut que ce soit lisible, parce que si on fait des erreurs qui ne sont pas lisibles, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a une erreur à un endroit, ou alors il faut écrire 50 lignes pour définir une erreur, on est bien embêté. Alors, dans la gestion d'erreurs, il y a vraiment deux époques qui se définissent. Et donc on va commencer par l'époque du passé, l'âge sombre. Donc ça, c'est avant C++ 17. On a un gros héritage du C, qui est toujours utilisé en C++ jusqu'en 17, quasiment, qu'on peut trouver notamment dans la libc. Donc là, j'ai pris l'exemple du receive message, qui va renvoyer un code d'erreur sous forme d'entier. En fait, non, c'est une valeur qui peut être négative, faut le savoir. Si on lit pas la doc, on l'a pas. C'est pas aussi explicite que ça en lisant juste la signature, à moins de connaître S, SAST qu'on utilise que pour ça. À peu de choses près. Donc voilà. Les défauts, je les ai listés, c'est pas très compliqué. L'erreur, on peut l'ignorer, c'est-à-dire que si on récupère pas le résultat de receive message, on n'a pas récupéré l'erreur, on n'aura pas d'informations là-dessus. On peut aussi récupérer cette taille-là en se disant c'est la taille du message reçu, mais sans anticiper le fait qu'elle peut être négative. Difficile à composer, c'est-à-dire qu'on va facilement avoir des chaînes d'appels où on va oublier qu'il y a un code d'erreur qui s'est glissé dedans. Et donc difficile de gérer plusieurs cas d'erreur de cette façon. Je disais pas d'erreur évidente. Mais par contre, on a des bonnes performances. Alors là, les performances, c'est énorme, on est sur un entier. Ensuite, C++ 11 a rajouté une solution qui gère un peu ce type de cas-là, où on va avoir un code d'erreur sous forme d'entier. C'est std error code. Alors, je vous prie d'être un petit peu sympa avec moi, j'ai jamais utilisé ça. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais j'irai pas très loin dans les détails. Globalement, ça résout un problème, c'est que l'erreur, on sait qu'il y en a une. Voilà, on sait que quand on voit une fonction qui renvoie std error code, on sait qu'il va falloir gérer l'erreur. Ça se voit dans le prototype. Par contre, on peut toujours ignorer le type de retour, sauf si on met no discard. C'est toujours compliqué un peu à composer. Il y a eu des choses, il y a des erreurs catégories qui vont avec, mais ça reste un peu compliqué à composer. Et par contre, c'est bien parce qu'on peut avoir plein de codes d'erreur bien définis, et on a des très bonnes performances. Il y a la mauvaise idée. La mauvaise idée, qu'on retrouve extrêmement souvent et dans du code très moderne partout, c'est définir une magic value, qui veut dire ça, c'est un cas d'erreur. Mais on l'estime, hein. C'est-à-dire qu'une string vide, on dit c'est un cas d'erreur.
Mais en fait, on pourrait avoir une config qui définit un champ vide. Ça ne veut pas dire que le champ est absent, ça veut juste dire qu'il est peut-être présent et vide. Là, c'est le cas d'exemple que j'ai donné. Donc, ça a plein de défauts. Déjà, il faut définir ce que c'est qu'une valeur par défaut, et dire que la valeur par défaut est forcément un cas d'erreur. Difficile à composer encore une fois, c'est-à-dire que si un jour on dit « Ah, finalement, on a besoin d'une string vide, on va mettre quoi ?» On dit que la string, elle contient finalement nada, en disant « Voilà, ma magic value, c'est nada. » Je sais pas. On peut l'ignorer, mais en fait, on va surtout l'oublier plutôt que l'ignorer, honnêtement, cette erreur-là. Et puis, il n'y a qu'un seul cas d'erreur, l'absence de valeur. On pourrait avoir d'autres choses. Par exemple, la valeur est présente, mais on n'arrive pas à la parser. Ou plein d'autres choses, des validateurs qui ne passent pas. Voilà. Par contre, on a des plutôt bonnes performances si le constructeur par défaut, ou en tout cas si la valeur magique qu'on a choisie, est facile à construire. Voilà. C'est bien un point positif. L'autre pas bonne idée, et qu'on voit énormément aussi, c'est la paire d'un booléen vrai ou faux. Vrai si tout va bien, faux si la deuxième valeur qu'on donne dans la paire n'est pas valide. Alors, ça a plein de défauts d'implémentation, il faut que la deuxième valeur de la paire puisse être construite par défaut, ou en tout cas ait une valeur magique qui veut dire l'erreur, donc on retombe dans exactement ce problème-là. C'est les mêmes défauts en fait qu'avant, juste on a rajouté un booléen. Alors pour dire, ça c'est la valeur par défaut, ça c'est la valeur d'erreur, ça c'est pas la valeur d'erreur. Mais bon, on a toujours le même souci. Et toujours les mêmes problèmes de performance. Bon. Et en plus, quand on utilise ça, c'est qu'on pourrait, je le spoil un peu, utiliser un optionnel, mais l'optionnel arrive qu'en 17. Donc ça, quand on a ça, c'est souvent sur du code pré-17, donc on n'a pas le structured binding, donc c'est compliqué à utiliser en plus. On a des points first partout. Les gestions d'erreurs par paire, certaines personnes ont eu l'idée de l'utiliser. Bon, il y a d'autres langages qui ont décidé d'avoir des vraies gestions d'erreurs. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Bon, certainement la ref. L'autre cas de gestion d'erreur, enfin l'autre possibilité de gestion d'erreur qu'on a en C++, qui est dans le standard depuis toujours, je crois, les exceptions. Donc les exceptions, ça a des bons côtés, des très mauvais côtés, mais ça a aussi des très bons côtés. Enfin, c'est un bon équilibre. C'est facile à utiliser. Bon, je ne vais pas vous faire la liste en entier, vous l'avez, mais facile à utiliser, facile à implémenter. Quand il n'y a pas d'erreur, le chemin il est facile à suivre. Alors là, s'il n'y a jamais d'exception, le chemin est super facile à suivre. C'est très modulaire. Et on peut mettre dans une exception plein d'infos très intéressantes pour décrire l'erreur qu'on a rencontrée. Il s'avère qu'on généralement met juste une string qui dit il y a une erreur, mais on peut mettre plein d'autres infos. Parfois, quand on le fait intelligemment, on met des infos qui permettent de récupérer l'état et de peut-être travailler autour. Le mauvais, facilement oublier qu'il y a une exception. Il y a toujours un moment où quelqu'un a mis un catch ... et donc on n'a plus d'exception aussi. Quelqu'un d'intelligent l'aura mis au top level juste pour ne pas planter son application. C'est pas toujours le cas. Et il y a eu des solutions en C++ pour dire cette fonction-là, elle va throw tel type d'exception, tel type d'exception, tel type d'exception. C'était la Dynamic Exception Specification. Ça a été déprécié de mémoire 11 et supprimé en 17 pour être remplacé par NoExcept, qui fait l'effet inverse. La Dynamic Exception Specification disait ça va throw l'exception A, B ou C. Le NoExcept dit ça throw pas. En fait, pour être exact, NoExcept dit si ça throw, c'est la fin du programme. Modulo des callbacks possibles. Le défaut, du coup, aussi, un autre défaut, c'est qu'une exception, on ne sait jamais qui va pouvoir la lancer. Donc quand on appelle une fonction qui n'est pas NoExcept, potentiellement, on n'exécutera pas la suite de la fonction, la suite de notre code. Potentiellement, on va sortir tout de suite de notre fonction, si on ne l'a pas entouré d'un try-catch. Et là, on peut se retrouver avec des problèmes de gestion de ressources. Si on a pu utiliser le RA2I pour gérer une ressource, ça passera bien. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois aussi, on a des comportements, des séquences de comportements, on a une fin de séquence qu'on voudrait absolument exécuter, on ne s'attendait pas à pouvoir sortir du scope, on oubliera la fin de séquence, et donc, je sais pas, on a un handling file descriptor ou ce genre de choses. C'est des choses qui peuvent devenir dommages.
il y a des choses cachées. Parce que quand on fait des exceptions, bah, on va faire des allocations dynamiques. C'est pas toujours trivial de le savoir. On a une unwind table qui remonte. Donc une unwind table, c'est quand on va remonter la stack pour trouver notre catch qui va nous attraper. On va remonter toute la stack, et puis on va libérer, détruire les objets qui étaient alloués, on va faire tout le clean-up, mais ça, c'est un sacré coup. Et ça demande en plus un lookup alors RTTY, c'est Runtime Type Information, c'est parce qu'on va dire, l'exception c'est quel est son type. On va aller regarder, ok, le type c'est ça, parce qu'on est polymorphique, donc il faut savoir le type, pour savoir, ah, ce catch-là attrape le type A, j'ai throw un B, mais B hérite de A, donc ça va aller, je peux catch mon B, enfin voilà, c'est beaucoup de complexité. Donc quand on l'utilise, il faut avoir ça en tête. Ça peut être viable, hein, mais il faut avoir ça en tête. Et ensuite, ça empêche certaines optimisations, parce que ça va obliger certaines branches d'exécution à être considérées alors qu'elles n'ont pas besoin de l'être. Et j'ai pas tous les détails en tête, mais il y a plein de cas d'optimisation qui sautent. Puis arrive l'ère moderne, le C++ 17, qui est le premier pas dans l'ère moderne. En 17, arrive std optional. std optional, c'est un peu la même idée que la magic values nada, dont on a parlé tout à l'heure, sauf qu'en fait, elle est super bien définie, cette magic values. Pardon ? Sauf que ça s'appelle nullOpt, effectivement. Mais cette nullable value, elle a un type dédié, qui est nullOpt. Et tout le monde est d'accord sur le fait que nullOpt veut dire l'absence de valeur. Et si on commence à faire des valeurs nominales de type nullOpt, c'est globalement, on a réfléchi un peu trop, ou pas assez. Donc voilà, si on reprend notre fonction getField de la configuration de tout à l'heure, on se retrouve avec une façon nominale de dire la valeur était absente ou elle était présente, indépendamment du fait que la valeur était présente mais vide. On peut avoir une string vide, là, qui est renvoyée si le champ est présent mais vide. Donc c'est facile à utiliser, c'est facile à lire, le cas d'erreur est évident. On ne peut pas vraiment l'ignorer parce que comme on reçoit un objet qui est wrappé, il va falloir unwrap cet objet. C'est compliqué d'utiliser un optionnel sans le unwrap. On va dire, quelqu'un va mettre juste une étoile et ok, bon voilà, il a choisi de ne pas gérer son erreur, mais ça va se voir à la relecture tout de suite. Ah, t'as déréférencé quelque chose, t'as pas vérifié que c'était valide, c'est bizarre. Ou s'il a utilisé .value, il y a une exception qui est lancée, il savait ce qu'il faisait. S'il a utilisé .value, il sait que c'est un optionnel qui manipulait. Les performances sont plutôt bonnes. Très peu d'overhead sur optional. Le seul souci, c'est que ça gère qu'un cas d'erreur. C'est le cas d'erreur où il n'y a pas de valeur. Mais il y a plein d'autres cas d'erreur possibles. On va en reparler juste après. Voilà, je vous ai juste mis une petite cheat sheet des fonctions importantes d'optional. Voilà, donc on peut le déréférencer, récupérer sa valeur. La différence entre déréférencer et utiliser .value, c'est que .value, si la valeur n'existe pas, on throw. Si jamais on déréférence et que la valeur n'existe pas, on a un undefined behavior qui devient un erroneous behavior en 26. Value or, c'est on récupère la valeur ou un défaut. Et après, on a des opérateurs booléens et une fonction booléenne pour savoir s'il y a une valeur dedans. Bon, en fait, en vain, on a encore touché à optional. On y a ajouté des opérations monadiques. Quelqu'un sait ici ce que c'est les monades? Bon, en gros, l'idée d'une opération monadique, c'est plutôt que de faire on va dire, de faire de l'itératif, on va faire du fonctionnel sur l'objet. C'est l'idée. Ceux qui connaissent vraiment les monades ont envie de me cracher dessus, là. Mais c'est l'idée. Donc ici, on va avoir, comme dans l'opération monadique, on voit notre serveur, on va essayer de construire un serveur. On voit auto-serveur, on essaie de construire un serveur. On récupère l'adresse, mais si on ne trouve pas l'adresse, on va essayer de récupérer l'adresse par défaut. Peut-être qu'elle existe dans la config. Et ensuite, on va la parser. Et ensuite, on va construire un serveur. Donc, and then, parse adresse, and then, construire un serveur. Admettez, parse adresse, je vous ai mis le prototype au-dessus. Je n'allais pas vous mettre dans la slide un parseur d'IP. Mais voilà, on va dire que vous voyez ce que ça fait à peu près. Et donc là, on a une chaîne d'optionnels où, si à tout moment de cette chaîne, on n'a plus de valeur, parce qu'on passe à nullOpt parce qu'il y a eu une erreur,
eh bien, on va pouvoir quand même continuer cette chaîne d'informations, et à la toute fin, on aura nul OPT parce que on n'a pas réussi à récupérer l'état de notre erreur. On a un serveur qui est vide, et donc voilà, cannot open server, et puis on part parce qu'on n'a pas pu ouvrir notre serveur. En fait, on n'est pas en 20, on est en 26. Il manquait quelque chose en 26, et je viens de voir que j'ai oublié le petit esperluette dans la slide. Il manquait quelque chose en 26, enfin jusque-là, c'est que Optional ne pouvait pas stocker de référence. Il pouvait stocker une valeur d'un objet, un pointeur éventuellement, mais il ne pouvait pas stocker une référence. La raison pour laquelle il ne pouvait pas stocker de référence, c'est que c'était explicitement delete comme implémentation, parce qu'il y avait plein de questions sur ça veut dire quoi réaffecter un optionnel qui contient une référence. Est-ce qu'on va réaffecter la référence, ou est-ce qu'on va réaffecter la valeur qui est dans l'optionnel? En 26, tout a été bien défini. Donc avant 26, on devait utiliser un référence wrapper pour faire ça, ce qui permettait d'avoir des sémantiques bien claires. Voilà. En fait, ils ont fait que depuis C++ 26, quand on stocke une référence dans un optionnel, on a le même comportement qu'avec un référence wrapper. C'est-à-dire que si on modifie l'optionnel, on ne va pas modifier la référence qui est dedans, on va changer la valeur dans l'optionnel. On ne change pas la valeur de la référence. C'est comme ça que je l'ai compris. Je vois des noms. Je vous invite à regarder. C'est un truc qui date depuis des années, en fait, de savoir est-ce que c'est un pass-through ou un rebind. Je crois que c'est en 17, ça n'avait pas été géré. Donc en fait, entre 17 et 20, c'est pas delete. À partir de 20, c'est delete. À partir de 26, c'est spécifié. Et ça fait 10 ans qu'ils se posent la question de savoir est-ce qu'on fait plus que 10 ans, est-ce qu'on fait un pass-through ou est-ce qu'on fait un rebind. Ça a été défini là. Du coup, c'est un pass-through, c'est ça, voilà. Et donc si tu veux rebind, tu fais point value égal, et là tu vas rebind. Ou étoile égale. Voilà. Il y a autre chose qui a été rajouté en 26. C'est le fait qu'un optionnel maintenant, c'est officiellement un conteneur, comme vecteur, mais de 0 ou 1 élément. Et donc on va pouvoir le piper dans des std-range, ce qui est plutôt cool. On va pouvoir aussi du coup se débarrasser de la view qui s'appelle nullable, qui permettait de virer les optionnels vides. Et surtout, ça donne une syntaxe pour déréférencer, enfin pour récupérer la valeur d'un optionnel. C'est un peu étrange, mais avec un for, on peut itérer sur le seul élément de l'optionnel s'il est complet, ou ne rien faire sinon. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du Structured Binding as a Condition qui arrive. Sachez qu'il est explicitement dit dans le papier que ça n'est pas implémenté pour optionnel. Parce que l'optionnel ne contient pas toujours de valeur, alors que le papier demande que le structure binding déréférence toujours, même si la valeur n'existe pas. Ça mettrait un undefined behavior quelque part. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, on pourra en reparler après. Voilà pour les optionnels. Et puis, qu'est-ce que j'ai rajouté là? Pardon. Désolé, hein. Oui. J'allais vous faire la transition sans faire les slides, c'est pour ça. On a quand même un problème avec l'optionnel. On n'a qu'un seul type d'erreur, qui est toujours d'ailleurs l'absence de valeur. Sauf que, en fait, l'absence de valeur, c'est pas toujours l'erreur qu'on veut. En fait, on voudrait presque avoir d'autres cas d'erreur. On voudrait presque changer la signature de l'optionnel pour dire mon erreur par défaut, c'est l'absence de valeur, mais ça pourrait être autre chose. Et en 23, arrive std-expected. std-expected, c'est un peu l'idée de ce que je vous ai montré juste avant avec une valeur d'erreur qui n'est pas null OPT mais qui est autre chose. Sauf que du coup, c'est beaucoup plus composable et ça ne veut pas forcément dire l'absence de valeur, ça veut surtout dire la présence d'une erreur ou la présence d'une valeur. Un peu comme une union ou un variant. Facile à utiliser, tout est vert en fait, de toute façon, c'est une solution que j'apprécie beaucoup, donc je ne vais pas vous donner ses défauts, si je vais vous les donner après. Mais voilà, tout est vert parce que c'est facile, c'est explicite, c'est lisible, c'est un peu verbeux, mais bon, moi je suis d'avis que quand c'est verbeux mais que c'est expressif, ça va. Les performances sont là, enfin bon. Donc voici un exemple de code qui utilise expected. Donc là, c'est un code qui va essayer de récupérer une valeur dans une database. Cherchez pas la lib, elle n'existe pas, c'est du pseudocode. Hein. Mais on peut avoir une erreur en essayant de se connecter à la database. Donc là, on le voit tout de suite, return error connection lost.
On peut avoir l'erreur du champ qui n'existe pas. On peut avoir une erreur sur le fait de parser le champ parce qu'on a demandé un entier. Et sauf que si l'entier est égal à Toto, bah compliqué. Et sinon, bah, enfin, on retourne notre champ. Une bonne idée, je l'ai mis dans le petit encart à droite, là, c'est d'avoir une spécialisation de formateur pour notre cas d'erreur. Et l'autre bonne idée, c'est d'avoir nos erreurs qui sont sous forme d'une énum classe, pour être exact. Parce que du coup, on a une erreur qui est très légère en taille, et puis surtout, on définit un ensemble d'erreurs, et on ne peut pas se tromper. Si jamais on avait mis une string à la place, ce que la STL autorise, hein, on peut mettre comme cas d'erreur une string, et ben, moi je peux vous garantir, et j'écris très mal, je fais beaucoup de fautes de frappe, vous êtes sûr qu'un jour il y aura une erreur, il y a quelqu'un qui aura une erreur not found, ou ce genre de choses, parce que j'aurais mal écrit. Donc voilà, ou erreur avec 3 R, aussi je la fais souvent celle-là. Donc là au moins le compilateur me hurlera dessus et tout le monde sera content. Il y a une autre spécialisation, du coup, de expected. Qu'est-ce qui se passe si on a une fonction qui renvoie void, mais qui en fait peut avoir aussi une erreur? Ben, on a une spécialisation d'expected qui dit renvoie pas de valeur, sauf s'il y a une erreur, auquel cas je renvoie une erreur. Dans cette spécialisation-là, du coup, plutôt que faire un return void ou un return rien, on va juste envoyer le constructeur par défaut de notre expected, qui va juste dire ok, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur, pas d'erreur, résultat très petit. Donc là, par exemple, si je prends la fonction connect de tout à l'heure, on peut imaginer plein de cas d'erreur, mais si tout va bien, on s'est connecté, on est content, cool la vie. Voilà, c'était juste pour vous parler de cette implémentation-là, c'est une spécialisation un peu particulière. Oui. Et bien le has error est défini et il vaut true si jamais il y a une erreur, sinon il vaut false. Par contre, donc je ne l'ai pas noté effectivement, dans un optionnel on avait point value pour récupérer la valeur. Cette fonction point value est deleted dans la spécialisation de void parce qu'il n'y a pas de valeur. Et pareil pour l'opérateur de déréférencement. Oui. Par contre là, on peut ignorer l'erreur. Oui, mais elle est explicite dans la signature et tu peux difficilement l'ignorer parce que je n'ai plus la version de C++, mais depuis quelques temps, on peut marquer no discard un type. Et du coup, l'expected est un type qui est marqué no discard. Donc quand on revoit un expected, on ne peut pas l'ignorer. Voilà, il est automatiquement no discard. Mais tu as raison. Et puis en plus, si on désactive les warnings ou qu'on décide qu'on compile même s'il y a des warnings, voilà. De toute façon, qu'est-ce que passer de 102 warnings à 108 warnings? Je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Je voulais vous donner, comme peu de personnes utilisent, peu de personnes aujourd'hui travaillent réellement en 23. Il y en a, hein, mais peu. Je me suis dit que tout le monde n'avait pas toujours utilisé Expected, donc je voulais vous donner quelques golden guidelines, enfin golden rules, des bonnes idées en tout cas. Avoir un type spécifique pour vos erreurs. Utilisez pas string, mais utilisez pas un entier non plus, quoi. Utilisez un type qui veut dire je suis une erreur, traite-moi comme tel. Utilisez une enum class par défaut. Si vous n'avez pas d'autres idées, utilisez une enum class pour définir vos types d'erreurs. Il y a des cas dans lesquels ça marche pas trop parce que, je sais pas, vous codez par exemple un compilateur et du coup votre erreur elle va contenir le numéro de la ligne et le numéro de la colonne auquel il y a une erreur de parsing. Bon, mais par défaut, enum class c'est plutôt une bonne idée. Définissez un std formateur pour votre type d'erreur. C'est toujours pratique. Comme on est à partir de 23 en plus, on est std print, ça serait bête de s'en priver. Et puis comme ça, vous avez des logs clairs. Combien juste parmi vous voient des logs d'erreur où en fait l'erreur c'est une enum et il y a un log où il y a marqué j'ai l'erreur numéro 2 parce que ça a été cast en int parce qu'il y avait la flemme d'écrire un enum to string? On a ici où personne n'a croisé ça? Ah si quand même, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Bah faites ça pour éviter ce problème. Utilisez des opérations monadiques. J'ai peut-être oublié de vous mettre un exemple d'opération monadique sur expected. Mais il y a aussi les opérations monadiques sur expected, hein, toujours n-then et or else. Juste noter qu'il n'y a pas de n-then sur la spécialisation void, parce qu'on mettrait quoi comme valeur dans le n-then qui prend en premier paramètre une lambda qui prend en paramètre la valeur.
Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a eu l'idée de mettre une lambda qui ne prend pas de paramètres. Aujourd'hui, ça compile pas. Oui. Pour les opérations magiques, à chaque fois que le type d'erreur soit le même sur chaque. Oui. En fait, ça va dépendre. Dans le cas du or else, il peut changer. Dans le cas du n-then, il ne peut pas changer. Par contre, le type de la valeur peut changer dans le cas du n-then, mais pas du or else. Il y a tout un joli tableau dans le papier qui présente expected, et c'est relativement approximatif sur CPP référence. Mais oui, il y a une notion de à quel moment tu utilises le même type de retour ou pas. Voilà. Et même, tu peux utiliser un type d'erreur différent si jamais il est castable. Par exemple, si c'est un type polymorphique. Mais il y a un truc, il faut faire attention. La return value optimization, c'est un gros edge case d'utilisation des optionnels et des expected. Alors moi, je vais vous faire que des exemples avec les expected, parce que ce qui est valable pour l'expected est aussi valable pour l'optionnel dans ce cas-là. En fait, c'est un drawback en termes de verbosité, vous allez comprendre. Donc, petit quiz. Pour ce petit quiz, juste, j'ai un objet LT pour lifetime, qui est très simple. Il dit quand il est construit, et il dit quand il est copié, quand il est move. J'ai pas mis le destructeur, mais il aurait pu écrire quand il était détruit aussi. C'est juste pour savoir ce qui se passe avec notre lifetime, à quel moment c'est détruit, combien de fois c'est détruit, etc. À votre avis, quelle va être la sortie de ce petit code? Est-ce que vous voulez revoir le lifetime pour être sûr? Attention, je remets le lifetime. Et attention, je remets le petit code. Alors, qui pense que ça compile déjà? Ok. Qui pense que y a une copie qui est faite? Ok, la construction normale elle est faite, ça c'est sûr. Est-ce que quelqu'un pense qu'il y a un move qui est fait? Ok. Bon, bah la réponse en fait c'est que ça compile pas. Pourquoi ça compile pas? Parce que ici, on construit implicitement un lifetime, sauf que notre lifetime, il a le constructeur qui est explicite. Pour info, si le constructeur n'avait pas été précisé, enfin pas mis explicite, il était implicite, alors, là, ça compilait et on avait une belle RVO qui marche très bien. Voilà. On n'aurait pas eu de move, juste une construction. Donc voilà, on compile pas, il nous dit bien, on peut pas construire parce que le constructeur est explicite. Je sais pas si il le dit pas. Non, bah non, parce que c'est indirectement. Bon. Ce code-là, compile, je vous le dis. Quelle va être la sortie? Est-ce que ça va faire une copie, un move? Est-ce que... Qui pense qu'il y a une copie qui est appelée? Ok. Qui pense qu'il y a un move qui est fait? Peu de personnes, ok, mais il y en a. Et qui pense que y a une belle copie Elysion et qu'en fait, il n'y a rien. En fait, ça juste est construit et puis il y a une copie Elysion, il n'y a pas de move ni de copie, autre que ça. Il n'y a pas de copie Elysion, c'est move. Pourquoi? Plein de subtilités sur les constructions implicites. Je ne peux pas rentrer dans les détails sans dépasser de 90 minutes. Mais, pas de copie Elysion. Donc, notre RVO, elle n'a pas fonctionné. Je précise que tout ça, ça a été fait en 26. Hein. Donc, on est post-17. En plus, on a expected. Du coup, on va essayer de trouver la solution pour avoir notre RVO. Donc là, on a rajouté des accolades autour du type de retour en se disant on va forcer la construction in place de notre expected. À votre avis, est-ce qu'il y a une copie Elysion là? Ça serait trop facile. Hein. Toujours pas, parce qu'en fait, on a in place notre constructeur d'expected en prenant en paramètre un objet qu'on a construit ici et qu'on va devoir move dans l'expected. Donc en fait, on n'a toujours pas de copie Elysion ici.
Enfin, on a une copie illusion du expected, mais pas une copie illusion de notre valeur de expected, c'est dommage. C'est parce que l'expected il est léger, pas notre lifetime. Du coup, quelle serait la sortie de ce truc-là? Qui pense que c'est pareil qu'avant? Ça compile pas parce que la template, on n'arrive pas à faire la template déduction, parce que là, la template déduction, elle a bien notre valeur nominale, mais elle n'a pas notre valeur d'erreur. Donc en fait, la template déduction ne fonctionne pas. Donc si on veut la template déduction, enfin si on n'a pas de template déduction, mais que ça aurait dû marcher, bah il faut bien préciser le type en entier. Et là, on est ultra verbeux. Mais, on n'a pas notre copie illusion? Non, on n'a pas notre copie illusion. On n'a pas notre copie illusion. Pourquoi on n'a pas notre copie illusion? Quelqu'un sait pourquoi? Pardon? Bah ouais, on l'a toujours construit chez nous, puis après on l'a donné à l'expected. Toujours pas de copie illusion. Bon, du coup, en fait, pour avoir notre copie illusion, il faudrait juste le unwrap. Et là, cool! On a notre copie illusion, on n'a que le constructeur qui est appelé, tout va bien. Le défaut de ça, bah, c'est extrêmement verbeux, et ce que j'ai dit là est valable pour les optionnels. Qui a déjà manipulé des optionnels en réécrivant le type complet de l'optionnel comme ça pour avoir notre copie illusion? Voilà, peu de personnes, mais des personnes quand même. C'est pareil pour les paires et ainsi de suite. En fait, c'est pareil pour les paires, c'est pareil pour plein de choses. C'est pareil pour, oui, Tuplenco, voilà, enfin toutes ces joyeusetés-là. Aussi, des fois, on est obligé de réécrire le type de l'optionnel parce qu'on a un lambda qui retourne un optionnel. Et sur le chemin où c'est vide, on ne peut pas utiliser une opt parce qu'on n'a pas de... Tout à fait. Parfois, c'est ce que disait Loïc, c'est que parfois, sur une lambda qui renvoie un optionnel, il va falloir expliciter en trailing return type de la lambda le type exact de l'optionnel, parce que notre chemin qui renvoie nul OPT dans la lambda va faire que la déduction du type de retour de la lambda va être nul OPT underscore T. Et donc il va dire, il y a un conflit, là tu me renvoies nul OPT underscore T, là tu me renvoies un entier. Je ne connais pas la relation entre les deux, parce qu'en fait, on renvoyait un optionnel vers entier. Tu dois avoir le inplace. Tu dois avoir la version avec inplace qui permet d'appeler. Ouais. En fait, on pourrait aussi, effectivement, construire notre expected au-dessus, inplace dedans, et return ça, mais du coup, tu n'as plus ta copie illusion sur expected. Non, directement. Avec le paramètre inplace, pardon. Inplace underscore T, là, que tu mets. Underscore T avec les paramètres qui te permettent de fabriquer l'objet en dessous. Tout à fait. Je ne l'ai pas essayé, j'y ai pas pensé. Explicite, donc, mais par contre, tu dois avoir le template deduction qui va arriver. Tu risques d'avoir le problème de template deduction, tu as tout à fait raison. Voir, mais ça doit marcher sur optionnel, du coup. Bah oui, c'est pareil. J'y avais pas pensé. Donc voilà, il y a inplace underscore T qui permet d'appeler la construction en place. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà. Effectivement. Alors, le défaut de ça, c'est que c'est très verbeux. Heureusement, C++ 26 arrive. Et C++ 26 arrive et permet de faire une chose magique. Je vous promets que ça existe. Je vous promets que c'est codable. On peut en 26, grâce à la réflexion, avoir un type qui est toujours égal au type de retour de notre fonction. Je vois des grimaces. Ça compile. Ça fonctionne. Et donc, ça peut potentiellement être une solution à partir de C++26 qui fera un peu creuser les ménages des compilateurs, mais ça marche. Et c'est pas trop lourd en termes de performance pour la compilation. C'est vraiment moins verbeux. Ouah, quand même. C'est pas la même police d'écriture, tiens. Surtout, c'est une chaîne constante, en fait. C'est surtout ça. C'est ça. Donc, on peut en faire une jolie macro. Ma première implémentation était obligée d'utiliser une macro, puis j'ai trouvé une solution pour ne plus avoir de macro. Mais voilà. Sachez que cette sorcellerie est faisable, et j'en parlerai dans un prochain talk parce que je trouve la discussion de comment j'ai trouvé ça très très rigolote. L'avantage là-dessus, c'est quoi? C'est que si ton type change, la ligne que tu as rajoutée, enfin, tu n'as pas de duplication d'informations de type. Donc, effectivement, je trouve. Imagine une lambda sur laquelle tu précises pas le type de retour. Et tu as un endroit où tu renvoies ton vrai type, et ben là tu as rtype underscore T qui sera égal à ton vrai type. Si tu l'utilises en deuxième, si tu l'utilises en premier,
Clang segfault et GCC part en boucle infinie à chercher le type. Voilà. Et ça, je suis content que ça n'ait pas été vu par le comité, parce que je pense que sinon, il y aurait eu des grosses questions sur est-ce que c'est prêt d'utiliser les access context en réflexion. Voilà. Du coup, j'ai essayé d'aller plus vite parce qu'on avait plus beaucoup de temps. Donc là, on est sur la fin de la présentation. Je voulais juste vous donner les golden rules que j'avais pour définir des erreurs et pour la gestion d'erreurs. Déjà, la première règle, la stratégie de gestion d'erreurs, on la définit au début de son projet, pas en cours de vie. Ou si on le fait en cours de vie, ça doit être une grosse discussion. On n'arrive pas en disant au fait, nouvelle gestion d'erreurs pour 3 fonctions. Ça marche pas de faire ça. Et je l'ai pas mis d'ailleurs, on évite de les mélanger. Une fonction qui renvoie un expected mais qui peut se throw. Dur. Faut avoir des bonnes raisons, quoi. Hein? LCD File System fait ça. Il a le EC et SSO. Comme je dis. Mais oui, tu as raison. Et il y a d'autres choses qui ont eu cette magnifique idée. Et puis il y a aussi des gens qui mettent des hiérarchies d'erreurs en disant cette erreur-là, elle est récupérable, mais celle-ci n'est pas récupérable. Par exemple, on pourrait avoir un expected qui fait une allocation. On dit que si l'allocation a échoué, on va se throw parce qu'on n'a plus de mémoire, donc on va arrêter là. Par contre, après notre allocation, on n'a pas réussi à faire une division. Ok, c'est un expected. Voilà, on peut faire ça. Deuxième chose, en fait, il faut utiliser exception quand le cas n'est pas récupérable, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'embêter avec des expected quand de toute façon, on va arrêter notre système. Ou quand de toute façon, on va fermer un client. On a un serveur, le client, on a rencontré une erreur qui est trop grave, qu'on ne pourra pas récupérer, ou on se rend compte que notre donnée est corrompue, je ne sais pas. Bon, on dit, ok, on remonte tout en haut de la pile d'appel, on ferme le client avec un beau message d'erreur, un gros log, et un gros warning qu'on envoie sur monitoring. Ça se tient. Et d'ailleurs, vous devriez toujours, quand vous avez des systèmes critiques, quand il y a des choses qui sont par client, wrapper tout ça dans un catch point, qui va après toutes les catches possibles et imaginables, bien évidemment, mais pour éviter de planter sans le savoir. Ça se discute après C++ 26, mais voilà. Quand il y a une erreur, dans le doute, expected semble être une bonne idée. C'est-à-dire que, quitte à avoir une seule valeur possible pour l'erreur, une erreur qui est en fait un enum qui contient qu'une seule valeur, mine de rien, on a explicité qu'il y avait potentiellement une erreur. C'est pas si mal. Mais optional peut se défendre quand l'absence d'erreur, enfin l'absence de valeur suffit à décrire l'erreur et que c'est la seule erreur possible. Ça rend le truc un peu plus simple à utiliser. Optional peut, l'absence d'erreur, enfin l'absence de valeur peut désigner une erreur. Et enfin, en fait, faites une bonne API, quoi. Une bonne API va réussir à réduire le scope possible des appels, de sorte à diminuer grandement le nombre d'erreurs. La meilleure erreur possible, c'est celle qu'on ne rencontre pas, quoi. Voilà, j'ai essayé de faire assez rapidement parce que on n'avait plus beaucoup de temps. Donc, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Oui. Pour les exceptions, tu as mis que c'était pour les cas où c'est non-recoverable. Ouais. Moi, je dirais, si on crée une librairie, par exemple, je pense que c'est valide de faire par exception si on sait que de toute façon, dans la librairie, on va pas... dans ce cas-là, c'est non-recoverable, mais au niveau de la librairie. Ce sera l'appelant de la librairie qui va faire le catch et éventuellement... Moi, j'aurais la logique totalement inverse de toi. En disant, une bibliothèque, il ne faudrait jamais qu'elle se throw. Il faudrait toujours qu'elle explicite dans sa signature ces exceptions possibles, potentiellement via une erreur. Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, non-recoverable, c'est un mot magique, mais il y a quoi derrière? Ça veut dire quoi non-recoverable? Moi, dans mon idée, c'est si jamais ça ne peut pas être récupéré par le gars qui a appelé juste au-dessus. Dans ce cas-là, tu vas remonter trop haut et tu dis que c'est une exception. Parce que sinon, moi, le gros avantage des exceptions, quand même, c'est que ça fait du code simple au niveau de l'appelant, quoi. Bah, parce que du coup, justement, t'as rien au niveau de la gestion d'erreur. Tu sais que de toute façon, c'est pas à toi de le faire, ce sera au-dessus que ce sera fait. Donc. Ouais, c'est une bonne façon de déléguer à l'appelant. Ça, je vois ce que tu veux dire. Faut que ce soit bien défini le cadre. Il faut que l'appelant puisse savoir qu'il a potentiellement une erreur qu'il va devoir catch. C'est pas facile à définir.
Dit autrement, pour reprendre un petit peu, pour rebondir sur ce que tu as dit. Bah, c'est la... Pour moi, la grosse différence entre les deux, c'est que expected, j'utilise quand je m'attends à ce que l'appelant gère l'erreur immédiatement. Là où une exception, je l'utilise quand je veux transporter l'erreur à travers plusieurs couches, parce que c'est ce que tu appelles non-recoverable, mais c'est une définition qui est un petit peu limite. Mais c'est plutôt qu'il n'y a pas de traitement local de l'erreur. Il y a peut-être un traitement à plus haut niveau, parce que quand tu tues un client mais que tu continues à ton serveur, tu as recovered. Oui, c'est ça. Mais c'est simplement que tu n'as pas pu la gérer localement. Donc pour moi, la différence que je fais, c'est que j'ai envie de dire que expected, c'est ce qui permet de gérer localement, et une exception, c'est ce qui permet de transporter l'erreur le haut de la pile d'appel de fonctions. Ouais. Et pour revenir sur notre point, ce que tu as dit sur les performances, alors j'ai pas fait moi-même des tonnes de bench là-dessus, mais j'ai entendu parler de gens qui avaient fait des benches entre des codes de retour, donc qui est censé être les meilleures performances, et des exceptions. Et ils avaient des écarts de l'ordre de 3... Donc, ils ont fait le même programme qu'ils ont développé dans les deux. Ils avaient des écarts de l'ordre de 3% à peu près, mais dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des cas... Et alors, la contrainte, c'était qu'ils n'avaient pas des codes d'erreur qu'ils ignoraient. C'est-à-dire qu'ils géraient bien, dès qu'il y avait une fonction qui avait un code d'erreur, ils avaient du if pour gérer, est-ce que j'ai une erreur? Si oui, je dois peut-être la propager à mon appelant, etc., etc. Et en fait, c'est if... je gère localement mes erreurs et je les remonte à l'appelant, et je gère localement et je les remonte à l'appelant, ont aussi un coût en fait. Ouais. Et donc, ils n'ont pas trouvé de règle globale, mais globalement, ce qu'ils ont vu, c'est que la différence, elle n'est pas forcément... Alors, je ne parle pas du cas où l'erreur est lancée. Quand l'erreur est réellement lancée, les exceptions sont très coûteuses. Elles n'ont pas été optimisées pour le cas où l'erreur est lancée. Mais dans le cas où il n'y a pas d'erreur, leur retour d'expérience était, dans le cas où il n'y a pas d'erreur, il y a quand même un coût lié au if sur les retours, sur les codes de retour, quelle que soit la manière dont on les fait. Il y a un coût lié à une perte d'opportunité d'optimisation liée aux exceptions, mais il n'y avait pas de gagnant clair en fait entre les deux. Ouais. Du coup, la différence est plus sémantique que performante de ce que tu dis. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Après, ce qu'ils n'ont pas fait, je crois, c'est qu'ils n'ont pas compilé en désactivant toutes les optimisations je crois pas qu'ils aient fait le test en disant au compilateur l'option tu n'auras jamais d'exception. Le F no exception là. Ouais, les F no, ils n'avaient pas fait ces choses-là, je crois. Mais je suis plus sûr. Mais en tout cas, leur critère c'était on entend beaucoup de bad buzz à propos les exceptions ça a un coût, et ils ont voulu le tester et ils l'ont pas démontré quoi. Je vois ce que tu veux dire, et puis j'avais vu un talk là-dessus. Prosper veut peut-être en parler, je sais plus. Je sais pas si c'est dont il peut parler, mais où effectivement les exceptions avaient à un moment été plutôt pas très bonnes, mais il y a eu tellement de travail d'optimisation derrière que finalement en fait c'est comme JavaScript qui était super lent et qui est un peu moins super lent aujourd'hui parce qu'il y a eu tellement de travail d'optimisation que... Après, effectivement, il ne faut surtout pas s'en servir dans un chemin normal. C'est vraiment... Parce que là, il y a zéro optimisation pour le cas où l'exception est réellement lancée. Après, pour les exceptions, tu n'es plus dans le langage sur le traitement. Donc, tu es extrêmement dépendant de ton OS. Ouais. C'est ton OS qui fait le unrolling. Donc, si ça a été correctement implémenté, bien implémenté, voire que tu as spécifié des comportements, tu peux être très rapide. Mais si tu t'appuies sur des couches de base ou du RTTI à fond, tu peux vraiment avoir... ça peut te coûter plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de cycles. Ça dépend aussi de ta hiérarchie d'exception. Voilà, c'est ça. Ouais. J'avais une remarque et une question, mais la question en fait elle a été générale donc je ne vais pas la reposer. La remarque c'est tu as dit qu'il n'y avait pas d'opération monadique sur expected de void. Or c'est le cas. Anzen existe sur expected de void. Donc c'est quoi? C'est une lambda sans paramètres? C'est une lambda qui ne prend pas de paramètres. Bah j'étais pas sûr. Ok. Merci. J'aurais dû mettre ma slide. Comme ça j'aurais eu la réponse. Je retourne à ma place. J'étais confortable. Je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à la comparaison entre les exceptions et les codes de retour. Je me demande aussi dans l'article que tu avais vu, Loïc, s'ils avaient testé en essayant d'éviter les erreurs de prédiction de branche côté conditions de retour. Parce que ça, c'est un gain que tu peux avoir quand tu utilises std expected ou que tu utilises des codes de retour.
Et l'autre point aussi, c'est que j'avais vu un article, je sais plus trop les infos aussi, sur le fait que lorsque tu lèves une exception, il y a une sorte de mutex global qui est acquis. Et dans un contexte multithreadé, une exception qui est levée dans un thread qui ne te concerne pas a de l'impact sur les performances de ton thread actuel. Et le bench avait été fait justement sur des environnements multithreadés. Et donc plus tu avais de threads, plus les perfs des exceptions avaient de l'impact sur ton environnement. Je pourrais te retrouver l'article si tu veux, il n'est pas très loin, je pense, dans mon historique. Mais le point était sur le fait que les coûts en performance des exceptions étaient très peu visibles à partir du moment où elles étaient levées, parce que ça dépend de beaucoup de choses qui ne sont pas entre les mains des développeurs. Alors, si tu designes une nouvelle API, Ouais. quelle approche tu prendrais pour la gestion d'erreurs? Parce que c'est quelque chose vraiment d'important à penser avant de Ouais. construire une API. Tout à fait. Comment tu vas rapporter une erreur? Par exemple avec un RNO ou exception, expected, Alors, error code. je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que je serais dans l'expected quasiment partout, mais alors j'irai plus loin encore. Je partirais sur du design by contract pour m'assurer des entrées, parce que si je design une API, les gens peuvent donner n'importe quoi. Donc ça va dépendre aussi si c'est faisable par le contrat. Dans l'idée, je pense que je resterai sur de l'expected, parce que je trouve que quand tu lis juste un prototype de fonction, c'est le plus clair. Ouais. Et je pense que quand tu développes une API, tu as surtout un gain à être clair dans ce que tu veux. Ouais. Voilà. Les exceptions, ça serait vraiment très limité, très contraint, le contexte dans lequel je les utiliserais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, du coup, moi, pour les exceptions, les endroits où, sur mes projets perso, ce que j'ai tendance à faire, c'est effectivement sur la partie non-recoverable. En gros, ça va nécessiter un arrêt du programme. Et du coup, pour centraliser ça, moi, j'ai tendance à faire une fonction de leaping code. Tu as ton main, tu fais un try catch, et dans ton catch tu rethrow, et tu as une fonction qui est dédiée à la gestion de tes exceptions. Et après, derrière, ça te permet de dire, OK, dans cette fonction-là, j'ai le droit de mettre des catchs, partout ailleurs, j'ai pas le droit. Donc tu passes un linter et t'es tranquille. Ouais, et ça centralise, ça centralise tes process d'arrêt sur ton programme. Ouais, effectivement, bonne idée. Ça, c'est la granularité la plus large. Oui. Mais il y a voilà. Mais du coup, là, moi, je suis d'accord que quand on dit on risque d'oublier un try catch, si c'est un problème qui se pose, c'est que le design n'est pas bon. Ouais. On ne doit pas avoir 50 endroits où il y a des try catch. Par contre, un try catch au niveau du main, pour moi, ça c'est indispensable. Mais ensuite, il y a un try catch au niveau de chaque partie qui peut échouer et que c'est pas grave et qu'ensuite on peut revenir sur nos bases. Client-serveur, peut-être un try catch autour de chaque client. Un truc qui va lancer plusieurs calculs en parallèle, peut-être un try catch au niveau de chaque thread. Mais par contre, si on commence à avoir du try catch à l'intérieur du code qui fait réellement des choses, non, c'est vraiment au niveau des points d'entrée de gros services, quoi. Ou par exemple, je sais pas, c'est un truc de sauvegarde de fichiers super complexe, peut-être un try catch global pour toute la sauvegarde, pour dire désolé, j'ai pas réussi à sauvegarder ton fichier, mais je vais peut-être pas te cracher en te disant que tu as perdu toutes tes données. Mais du coup, tu vas peut-être pouvoir supprimer le bout du fichier qui merdoit ou te reconnecter ta prise réseau. Parce qu'un seul try catch, ça veut dire que, typiquement, on peut mettre d'expected, mais quand on commence à avoir des trucs avec beaucoup d'étages, ça commence à devenir un petit peu lourd à gérer. Et mettre juste un try catch au niveau du main, tu es bien content quand tu dis ah tiens, j'ai pas sauvegardé ton gros fichier sur lequel tu bosses depuis 10 heures parce que t'as ton réseau qui était déconnecté. Moi, non, je préfère qu'on me dise continue à travailler, reconnecte ton réseau et puis tu pourras réessayer de sauvegarder plus tard. Donc l'idée pour le try catch, pour moi, ce qui est vraiment, pour les exceptions, ce qui est important, c'est d'identifier quels sont les blocs fonctionnels
c'est fonctionnel, c'est pas technique en fait. C'est pas à chaque niveau je récupère un truc. C'est quels sont les blocs fonctionnels à partir du moment où on peut dire bon là si j'ai eu n'importe quel problème dans cet aspect fonctionnel, je suis revenu à un état stable et je peux recommencer à travailler à partir de là et potentiellement faire du retry par la suite. Et effectivement dans les programmes très simples, ce niveau-là c'est juste le main où j'ai juste du log. Mais ça peut aller un peu plus loin que ça Ouais. quand même quoi. Ok. Non, je vois très bien. C'est pas. Les exceptions, c'est jamais un sujet simple de toute façon. La gestion d'erreur, si c'était simple. Ouais, si, voilà, c'est nommer les choses, la validation de cache et la gestion d'erreur maintenant. Et les wave by one error. Les off by one error. Il y a. Donc les dynamiques spécifications des exceptions a été supprimées parce que ensuite ça change les signatures. Ça fait un impact sur l'ABI, tout à fait. Modifie le truc. J'ai l'impression que c'est la même chose avec les expected. Si jamais tu veux pouvoir remonter une nouvelle erreur, tu vas devoir rajouter potentiellement une valeur sur ton énigme d'erreur que tu peux faire en plus un variant pour pouvoir avoir des informations plus structurées à l'intérieur. Alors, tu vas effectivement avoir ce problème-là. Les Dynamic Specification, les Dynamic Exception Specification ont aussi un coût au runtime que je ne peux pas te donner parce que je les ai plus, mais il y a un coût au runtime et je ne sais plus ce que c'est. Et c'est pour ça que ça a été remplacé par NoExcept. Voilà. Et pour moi, c'est un peu une non-question dans le sens où si on utilise l'expected localement, bah, c'est pas gênant de je fais une modif, j'adapte. De toute façon, je vais devoir adapter le code client à de nouvelles erreurs possibles. Donc, alors que les exceptions qui sont un mécanisme de transport longue distance, là, la problématique d'ABI est importante. C'est-à-dire que pour moi, comme c'est pas le même outil qui ne s'utilise pas au même cas, bah, c'est pas gênant qu'il y en ait un qui oblige à modifier l'ABI alors que l'autre permet de ne pas le modifier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a une question tout derrière. Tu disais qu'il y avait la technique de faire des hiérarchies d'erreurs, etc. Donc ça, on jette à la poubelle ou on le garde Ça dépend du use case. Ça va dépendre. Je dirais qu'avec Expected, tu as un peu moins besoin de définir ta hiérarchie d'erreurs parce que tu as besoin d'une hiérarchie, parce que tu vas avoir implicitement besoin de définir ton lien entre tes erreurs. Et en fait, ce lien va pouvoir être redéfini dès que tu récupères ton Expected. Tu vas dire « Ah, mon erreur file not found, ça va correspondre à invalid parameter au-dessus. » Et tu vas le gérer à cet endroit-là. C'est potentiellement là que tu vas résoudre ta hiérarchie au moment où tu écris ton code plutôt qu'au moment où tu définis tes types. C'est une vraie question. De ce que j'ai vu, les hiérarchies gérées par Expected, mais j'en ai vu beaucoup moins que des hiérarchies gérées par exception, parce que Expected c'est il y a 3 ans. C'est un peu plus simple à gérer en termes de hiérarchie d'erreurs, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie d'erreurs. Et qu'en fait, ça force à définir, à réfléchir à chaque cas qu'on rajoute et pas juste dire bah, je rajoute un type qui hérite de std exception en disant bah, tu as fait une nouvelle erreur. Voilà. J'ai pas de bonne réponse là. Je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'on ne doit plus avoir de hiérarchie d'erreur. Je pense qu'il y a moins besoin. Oui. Tu disais à la fin de ton talk que potentiellement faire un try catch point qui ramasse tout dans le main, ça serait au-delà de C++26, ça pourrait être discutable. Alors j'aimerais savoir ce que tu sous-entendais. Parce que il y a des stratégies de gestion des contrats où des gens se sont dit qu'il fallait peut-être une callback sur les contrats pour qu'après ça sera une exception. Et donc des exceptions qui n'hériteraient pas de std exception mais qui seraient définies par des utilisateurs, auquel cas tes violations de contrat se retrouveraient tapées par ton catch point. Il y a vraiment des gens qui ont dit que c'était intéressant de faire ça, et je pense qu'il y a des cas dans lesquels ça devient intéressant, mais du coup au-delà de C++26, le catch point peut devenir dangereux dans le cas où tu vas te retrouver à taper des violations de contrat. Voilà. J'avais
l'impression que les exceptions pour les contrats étaient plus pour un mécanisme de test unitaire que pour les codes de prod. C'est normalement pour des mécanismes unitaires, mais il y a déjà des gens qui ont... donc, vas-y, répète ta question. Ouais, donc pour moi, j'avais l'impression que c'était plus pour des mécanismes de test unitaire que pour le code de prod, qu'il y avait cette histoire de transformer une version de contrat en exception. Et dans ce cas-là, ça n'empêcherait pas que le main du code de prod contienne toujours un catch 3 petits points. Ouais, mais une possibilité devient toujours une mauvaise idée. Et donc, il y a des gens qui ont eu cette... Enfin, c'est ce que je voulais dire. J'ai vu des libs déjà passer sur le Reddit CPP où des gens font des wrappers, des wrappers sur ce truc-là pour avoir une hiérarchie d'exceptions en disant j'ai eu une exception pré-condition violation, post-condition violation, tout ça, et comment les gérer. Et ils ne le vendent pas pour du test unitaire. Donc voilà, à partir de C++26, ça peut être bizarre. J'ai voté contre les contrats tels qu'ils étaient, de toute façon. Voilà. On ne prendront pas dans le débat des contrats. Peut-être un jour, j'en ferai un talk, ça serait marrant. Plus belle la vie, c'est pareil. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non? Ah, si, peut-être, Prosper. Est-ce que quelqu'un a la question de Prosper? Parce que tout à l'heure, tu as montré les fonctions monadiques des wrappers. Et je me demandais quels étaient les autres use cases. Parce que des fonctions monadiques, il y en a normalement avec les ranges, mais je pense que ce ne sont pas les mêmes. Non, ce n'est pas les mêmes. Je ne pense pas qu'elles soient interchangeables ou qu'on puisse avoir au bout des ranges en C++ un den pour faire une action. Alors, sur des ranges, tu itères sur quelque chose, donc le then, il n'y a pas de condition. Par contre, tu vas te retrouver ça sur std exécution. Ouais, je me disais qu'il y avait sur std execution et je me demandais s'il y avait sur les coroutines aussi en général. Faut l'implémenter. Ok. Mais sur std execution, ouais, j'avais vu. Sur std execution, oui. Et du coup, si tu crées un sender qui est une coroutine, tu as une coroutine qui est un then. Tu l'implémentes comme tu veux. Ton sender, c'est un concept qui ne force pas à être une coroutine. Voilà, j'ai pas encore assez étudié moi std execution pour aller plus loin que ça. Peut-être. Je te crois sur parole. Et j'irai regarder. Pour moi, sender, ça ne force pas à être une coroutine et tu peux faire du std execution dans un environnement pas du tout multithreadé. Non, non concurrentiel, non coroutine, quoi. Pour moi, justement, la grande force de cette exécution, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'allocation dynamique ring pour ça. D'accord. Et écoute, si tu veux faire un talk la prochaine fois pour en parler. Jeter sous le bus. On appelle ça un tunnel. C'est implémenté std execution, merci, je l'ai fait. Respect. Non, faut pas. Non, mais c'est déjà bien. Le pire, c'est implémenter OneHole. Ok. J'essaierai, faut que je regarde, mais... C'est peut-être pas forcément immédiat, mais il y a toutes les API wrappers qui permettent de refabriquer, transformer le modèle Thunder en modèle coroutine. L'inverse, c'est pas forcément vrai, mais ça a été pensé pour être manipulé pour un utilisateur final par les coroutines. Et quand on a besoin de ne pas faire l'allocation, de passer par les senders. Ouais, ok. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non? Eh ben, merci à tous. Beaucoup.